C'est de très bel immeuble. Il a été transformé en habitation il y a une petite vingtaine d'années. On en parlera un petit peu plus loin. Rue de Buffon. Une trentaine de casques avec un micro, choisir un canal et puis on peut parler comme ça. Quand vous allez visiter Auschwitz, c'est ce que votre guide fera. Donc il parle dans un tout petit micro, vous avez votre casque sur les oreilles comme si c'était un baladeur et vous entendez ce que dit le guide sans être gêné et sans gêner les autres. Donc on va suggérer à la mairie d'investir là-dedans. Ils vont nous dire qu'ils n'ont pas de pognon. Bon. Bien. Ou alors il faut augmenter les impôts et comme je suis contribué à Tourangeau, vous aussi. Bon d'accord. Ben, c'est pour ça qu'ils vont dire. Donc on s'arrête devant la préfecture. La préfecture elle est dans mon dos, c'est-à-dire devant vous. Au passage, vous pouvez admirer les magnifiques grilles de la préfecture. Elles sont belles, hein? Ouais. Elles viennent d'une ancienne abbaye, l'abbaye de Beaumont, qui se trouvait rue du Plat d'Étain, voilà, à l'ouest de Tours. Et maintenant, là, il y a des casernes qui doivent être transformées. Voilà. Bon, à la Révolution, l'abbaye a été détruite et on a récupéré les grilles pour décorer la préfecture. C'est beau quand même. Hein? Alors, la préfecture, en 1900, pendant ce qu'on appelle les années noires. Les années noires, c'est la période d'occupation. À Tours, l'occupation débute le 20 juin 1940. Et les Tourangeaux se retrouvent sans occupants le matin du 1er septembre 1944. Attention aux voitures, parce que dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1944, les Allemands sont partis. Ils sont partis vers l'ouest pour se réfugier dans la poche de Saint-Nazaire. D'accord? Ce qui fait que le matin, la ville de Tours est libre. Il n'y a pas eu de combat, rien du tout, et les résistants peuvent sortir. Avec, entre autres, le seul Américain qui a participé à la libération de Tours. Quand je dis participer, mais je vous raconte, voilà, ça va changer un petit peu les tours. Il s'appelait Hugues Alexander. Alexander c'est son nom, Hugues c'est son prénom. Et l'armée américaine avait débarqué en Normandie, il faisait partie de l'armée du général Patton, troisième armée américaine si je ne me trompe pas. Et les Américains avaient pour consigne de longer la Loire sans la franchir. Sans la franchir, de manière à arriver le plus rapidement possible vers l'Est, vers Paris et vers l'Est, pour couper la retraite aux Allemands qui remontaient plus dessus. Bon, et Hugues Alexander, bon, il longeait la Loire, c'est-à-dire qu'il est passé par Saint-Nicolas de Bourgueil, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Moi, c'est mon hypothèse. Toujours est-il qu'il avait interdit de franchir la Loire. C'était pas difficile, il n'y avait pas de pont. Sauf qu'en arrivant, en bas de la tranchée, à droite, il y avait un pont. Ne me demandez pas ce qui lui a passé par la tête, personne ne le sait, il ne l'a pas raconté. Il a pris à droite, il a franchi le pont Wilson, enfin, pas dans l'état d'aujourd'hui, et il s'est retrouvé en haut de la rue nationale. À sa grande surprise, à la surprise des Allemands, des soldats allemands en armes qui ont commencé à lui tirer. Lui, il a sorti son colt, il a commencé à tirer sur les soldats allemands, tout le monde s'est raté. Il a pris la première rue à droite et il a disparu, quelque part dans la riche, et il est revenu le 3 septembre 1944 au volant de sa Jeep, n'est-ce pas, pour participer à la libération de Tours. Il avait été en réalité caché par le maquis de Savonière. Voilà. Ok. La Nouvelle République a publié à l'automne dernier un petit jeu de photos en noir et blanc sur la libération et l'une des photos montre le soldat Hugues Alexander au volant de sa Jeep. Je pense qu'il a dû se faire un peu remonter les bretelles quand il a regagné son unité. Bon, voilà. Bien. Et donc la préfecture. Alors, la préfecture, elle travaille, elle représente à Tours, qui se trouve dans la zone occupée, enfin, les 3/4 du département sont occupés, sauf la région autour de Loches, qui est dans la zone non occupée. Le gouvernement de Vichy dit la zone libre. Les gens disent la zone non occupée. D'accord? Et la zone non occupée, elle dure jusqu'au 11 novembre 1942, date à laquelle les Allemands occupent la zone restée libre. Donc à partir du 11 novembre 1942, toute la France est occupée par l'armée allemande. Donc, le préfet qui est à Tours représente, ou est censé représenter,
le gouvernement de Vichy, l'autorité française. En réalité, il applique les lois de Vichy et il applique également les instructions qui lui viennent de la commandanture. Souvenez-vous, c'est le palais de justice. D'accord ? Les instructions qui lui viennent également de la Gestapo. C'est par exemple le préfet qui oblige les juifs à se faire recenser, d'où l'établissement du fameux fichier juif dont nous avons déjà parlé. C'est le préfet qui va, pratiquer ce qu'on appelle l'arianisation. Arianisation comme les Ariens, A-R-Y-E-N. D'accord ? C'est-à-dire les grands blonds aux yeux bleus, comme Hitler. Non, pas ça. Il y a une erreur quelque part là, vous cherchez. Bon, lui il ne l'a pas trouvé. Lui c'est Hitler. Bon, donc l'arianisation, c'est-à-dire confisquer leurs biens aux Juifs pour les donner à... En France, il n'y a pas de mot arrière, il y a des bons Français. D'accord ? On va vous expliquer un certain nombre de choses un petit peu plus tard. C'est le préfet qui fait ça. D'accord ? Et c'est le préfet qui, par exemple, organise la rafle des 15 et 16 juillet 1942. C'est lui qui réquisitionne les bus. C'est lui qui réquisitionne la police française et qui lui donne le fichier à cette police française. D'accord ? Et donc, à propos de l'arianisation des biens, je vais vous montrer deux images. Tu veux bien m'aider ? Ton prénom ? Marion. Alors, vous avez regardé ça, mais on ne va pas... Pardon. Voilà, deux images. Hop, voilà ce qu'on mettait, puis on prend une, la plus petite, tu te tournes vers tes camarades, dans le bon sens. Hein. Voilà. Voyez ce qu'il y avait sur les magasins qui appartenaient autrefois aux Juifs. Ça, voilà. Marion, tu veux bien jeter levez un peu. Voilà, pour que tous tes camarades voient. Bon, on fait vite parce que ça mouille et il ne faudrait pas trop les abîmer quand même. Hein. Ça y est, vous avez vu. Je les laisserai à vos professeurs où je reviendrai et puis on en parlera un peu plus. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci, tu as été parfaite. Donc, je te vote des félicitations. Ce qu'André vous explique, c'est qu'il va y avoir plus de 200 lois juives. Enfin, qui contre concernent les Juifs. Non, qui concernent les Juifs. Alors, on commence premièrement de leur imposer ce que vient de vous montrer André, le papier jaune. Un magasin juif, c'est obligatoire que ce soit marqué. Ensuite, dans un deuxième, on met en plus dans leurs entreprises, dans un premier temps, dans les entreprises, comme ils n'ont plus le droit d'être en contact direct avec le public, on met des administrateurs français. Et ensuite, on les oblige à vendre. Et quand ils sont partis, parce que c'est pour certains, soit ils ont déporté, soit ils ont fui, et bien on met en adjudication, on met en vente publique leurs immeubles. Voilà. C'est tout. D'accord ? Alors il faut bien savoir qu'il y avait une ligne téléphonique directe entre la commandanture et la préfecture. Et que les préfets... Mais il y avait aussi dans les services de la préfecture, c'est les cartes d'identité par exemple qui étaient... Voilà. Dans les services de la préfecture, il y avait une résistance passive. C'est-à-dire quand il y a une circulaire contre les Juifs qui paraît, si vous êtes un fonctionnaire zélé, la circulaire, vous la mettez sur le dessus et vous l'envoyez au destinataire. Si vous êtes un fonctionnaire qui fait du zèle inverse, la circulaire, vous la mettez sous toutes les autres paperasses. D'accord ? On ne peut pas vous accuser de l'avoir oubliée. Elle est sur le bureau, mais vous n'avez pas eu le temps de le faire. Il y a tellement de choses avant. C'est une manière de résister. Par exemple aussi, autre mesure, le gouvernement de Vichy a rêvé rêvé, oui, mais enfin il y a réfléchi quand même. Tous les enfants qui vont à l'école, tous les enfants juifs qui vont à l'école doivent être identifiés en tant que tels. Vous savez que les enfants, tous les juifs de France qui ont plus de 6 ans et plus, doivent porter l'étoile jaune, solidement cousue en haut à gauche. D'accord ? Ce qui permet de les identifier. Et que voilà, bon, donc c'est la préfecture qui fait ça. Voilà. Et c'est donc très facile dans la rue, dans l'école, de venir arrêter les gens et de les... Le processus d'élimination des Juifs, processus que certains aujourd'hui rêvent d'appliquer à d'autres populations, il a toujours été le même.
Il faut identifier l'ennemi. Pour ça, on fait des lois. Des lois, ou des circulaires, ou des arrêtés. Bref. D'accord? Une fois que vous avez identifié l'ennemi, il faut le marquer. Vous lui faites porter un signe distinctif. D'accord? Vous le répertoriez dans un fichier. Après, il faut le parquer. L'enfermer dans un camp, dans une prison. Et une fois que ces 3 étapes-là sont franchies, la suite, qui est d'une logique infernale, mais vous ne pouvez pas y échapper, vous êtes parqué, vous échappez donc à la vue des autres, on peut vous exterminer sur place, vous déporter, etc. Ça, c'est la 4e étape. La 5e étape, quand vous êtes mort, brûlé, gazé, incinéré, etc., il faut faire disparaître les traces du crime. Quand vous irez à Birkenau, vous verrez que les nazis ont fait sauter les fours crématoires, qu'il n'y a aujourd'hui plus qu'un tas de béton et de pierres. Mais il y a des survivants qui peuvent toujours témoigner. C'est ça. Et la machine, elle est infernale. C'est très difficile d'échapper à la machine infernale. Alors nous allons aller dans la rue de la Sellerie. Juste une toute petite information, pendant que vous êtes là, pendant la Seconde Guerre mondiale, les archives étaient ici et l'inspection académique aussi. Il y avait donc les services de l'inspection académique, donc c'est ce qui gère toute l'éducation, les écoles. Il y avait donc les archives et il y avait donc la préfecture. Voilà. C'est juste un petit point de... C'est Marie-Paul qui va passer devant, parce que rue de la Sellerie, elle est très très forte